Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Thierry Galarme, président du MEDEF à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on en parle depuis quelques jours, la grogne sociale à Mayotte qui fait rage. On a vu des syndicats qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir l'application immédiate de certaines choses ici à Mayotte. Vous avez réagi en les invitant, eux, tout comme les syndicats patronaux, à une réunion, à une table ronde de dialogue social ce lundi. On verra cela tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors, un an ferme, c'est la peine écopée par un entrepreneur, un jeune entrepreneur, homme politique. Une affaire qui fait suite à une affaire de cambriolage dont il a été victime. On verra comment cela se l'est passé tout à l'heure, également les réactions. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 17 septembre. Face au malaise social, les syndicats du privé et du public ont décidé de s'unir en intersyndical. Leurs représentants étaient présents sur notre plateau ce matin afin d'exprimer leur détermination à obtenir sans délai des avancées sociales. Face aux agressions et autres cambriolages, de nombreux administrés décident de se faire justice eux-mêmes, mais les juges ne l'entendent pas de cette oreille et viennent de condamner à un an ferme des individus qui s'en sont pris à un cambrioleur pris sur le fait. L'artiste Soundi nous a quittés hier des suites d'un arrêt cardiaque. Ce musicien hors pair devait se produire ce week-end lors du festival Zendeya Shitsua. C'est un symbole de la musique traditionnelle mahoraise que le département pleure aujourd'hui. Hommage à la fin de cette édition. Et la grogne sociale ne cesse de remuer le département depuis quelques jours, avec à l'origine notamment cette décision de licenciement prononcée à l'encontre de salariés grévistes du groupe Colas. Une décision qui a provoqué la vive réaction des syndicats. En effet, réunis en intersyndical, la CFDT, la CGT, FO, la FSU ou encore la CFE-CGC, tous demandent la mise en place d'une commission consultative du travail extraordinaire, et ce dans les plus brefs délais. Les représentants étaient présents sur notre plateau ce matin pour s'expliquer, un sujet signé Pierre Bellucci et Fred Souleymana. L'intersyndicale est désormais créée. Les menaces de grève générale n'en sont plus. Les actes ont débuté avec une alliance entre le privé et le public pour exprimer une colère vive. L'intersyndicale souhaite que des discussions soient rapidement entamées entre tous les partis. Mais les syndicats FO et la CGT refusent catégoriquement la table ronde proposée par le MEDEF ce lundi. Nous avons demandé une CCT avec la présence d'un représentant de l'État pour discuter et arrêter des décisions. Aujourd'hui, comme par hasard, il y a le préfet qui nous envoie un courrier décrivant la situation et nous demandant à se réunir sous l'égide de la CCI, et puis après, par la suite, il prendra les rendus. Et puis de l'autre côté, il y a le MEDEF qui propose une table ronde chez lui. Au MEDEF, au siège du MEDEF. Au MEDEF. Donc déjà pour le MEDEF, c'est écarté. Parce qu'on ne peut pas, dans un premier temps, voir les situations que les salariés vivent dans les entreprises et les syndicats, comment ils sont malmenés dans les entreprises, d'où dans ces entreprises, ce sont des adhérents du MEDEF. Et puis après, c'est le MEDEF qui veut nous réunir pour discuter. Discuter de quoi ? Du code du travail qu'ils ont refusé tout ce temps-là. La CGT et le syndicat FO considèrent que cette réunion proposée par le MEDEF a pour unique objectif de gagner du temps. L'ordre du jour est pourtant encourageant. Discussion sur l'application immédiate du Code du travail à Mayotte. Ouseni Balahachi représentera donc l'intersyndicale pour des raisons bien précises. Il y a un proverbe maoré qui dit que les mensonges des menteurs ne tardent pas à se révéler. Alors aujourd'hui, c'est pour cette raison que moi, je veux participer à tous les dialogues que nous pourrons avoir à Mayotte pour que je puisse indexer les menteurs qui seront là-dedans pour leur dire d'arrêter, mais Mayotte n'a plus besoin de d'avoir des menteurs tels que nous avons eu l'habitude de les avoir à chaque fois. Le mouvement de grève générale est devenu sociétal. En effet, le public s'allie aujourd'hui au privé pour se lancer dans une bataille loin d'être nouvelle. L'égalité de traitement. Ça fait quand même plus de 10 ans que nous sommes en lutte pour réclamer l'égalité de traitement. Aujourd'hui, quand Samuel Baucher dit qu'il est perdu quelque part, non, il n'est pas perdu. Les revendications, ce sont la retranscription de ce souhait d'égalité. Quand on demande un taux d'indexation calqué sur le même
plutôt de la Réunion. C'est ça. Quand les collègues, les salariés du privé réclament le même code du travail que les autres, ben c'est ça la traduction du thème égalité de traitement. La bataille est donc en marche et ne fait que commencer, comme l'explique le secrétaire départemental du syndicat FO. Nous, on réagit, on est là pour réagir, hein, de l'autre côté, parce que c'est la guerre des classes. Il faut que l'une des parties remporte cette guerre-là. Et donc, nous, on veut remporter cette guerre-là. Mais, de notre côté, on veut tendre la main au MEDEF et aux autres organisations syndicales du patronat, leur dire que ce n'est pas avec cette guerre de classe qu'on fera développer le département. C'est en étant ensemble autour d'un dialogue social constructif et pérenne, c'est là qu'on trouvera le bon développement de Mayotte. Donc aujourd'hui, je pense que ce contexte-là, il va falloir le supprimer, il va falloir l'anéantir, et trouver un point de convergence qui, à mon sens, sera le CCT. L'ultimatum pour la CCT extraordinaire était fixé à aujourd'hui. L'intersyndicale semble prête à patienter et à entamer le dialogue, mais tout laisse à penser que la clause de revoyure du 29 septembre prochain constituera une date très importante dans l'histoire du 101e département. Alors Thierry Gallarme, vous êtes le président du MEDEF à Mayotte. On a parlé d'un côté de CCT et vous annoncez une table ronde de dialogue social. Pourquoi ne pas aller dans le sens des syndicats? Alors si vous voulez, moi que la table soit ronde, carrée ou rectangle, ça m'est égal. Le principal, c'est que les syndicats de salariés, les syndicats de patrons se mettent autour de la table pour dialoguer ensemble de la mise en œuvre du droit commun à Mayotte. Effectivement, comme nous sommes aperçus au MEDEF que la CCT n'était pas convoquée, nous avons convoqué une table ronde pour ce lundi parce que le but du MEDEF n'est pas de retarder la discussion, de gagner du temps, comme je l'ai entendu. Le but, c'est qu'on discute tout de suite, le plus vite possible. Et si ça gêne M. Naouda que ce soit dans les locaux du MEDEF, moi je suis d'accord pour que ce soit dans les locaux de la CGT, de la CFDT. Comme j'ai dit à un de vos confrères, on veut le dialogue avec vous, où vous voulez, quand vous voulez. Et si c'est une CCT extraordinaire, moi je suis d'accord pour une CCT extraordinaire. Mais la seule personne qui a le droit de convoquer la CCT extraordinaire à Mayotte, c'est monsieur le préfet. Et je m'adresse donc à monsieur le préfet en lui disant... Je vous demande de convoquer cette CCT extraordinaire de façon à ce que nous puissions, les yeux dans les yeux avec les syndicats de salariés, nous expliquer. Parce que quand j'entends parler un syndicaliste que ce qu'ils veulent, c'est l'égalité de traitement. Mais les patrons, eux aussi veulent l'égalité de traitement. Il y a toute une série de dispositifs dont bénéficient les entreprises en métropole, auxquels nous n'avons pas accès ici. Là aussi, il y a une inégalité entre un entrepreneur mahorais et un entrepreneur métropolitain. Et quand je dis un entrepreneur mahorais, je me considère comme un entrepreneur mahorais. Je suis arrivé à Mayotte en 2002. C'est une île que j'aime. Je ne suis pas là pour un contrat d'1 an ou 2. Je compte y faire ma vie. Et je suis très attaché au progrès social à Mayotte. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, sans qu'il y ait aucune revendication, le MEDEF est à l'origine de quelque chose qui se passe ce mois-ci, c'est la création de l'Action Logement, la participation des employeurs à l'effort de logement, qui va être mise en place le 28 septembre, alors qu'il n'y a jamais eu de revendication dans ce sens-là. Et c'est un système qui va permettre de faciliter l'accès des salariés des entreprises mahoraises au logement. C'est un progrès social, c'est le MEDEF qui l'a mis en œuvre. Et tous les syndicats de salariés ont répondu favorablement pour participer au comité de gestion de cet organisme qui s'appelle Solendi, qui va être mis en place, je vous dis, le 28 septembre. Donc le MEDEF, non seulement veut le dialogue avec les syndicats de salariés, mais veut le progrès social à Mayotte. Alors il est question dans votre syndicat de demander aux adhérents s'ils sont d'accord ou non pour l'application de ces conventions collectives, également du Code du travail. Et si la réponse était non, qu'en serait-il? Alors écoutez, nous avons mené une consultation plus exactement en 2 temps. Nous avons consulté les membres de notre conseil d'administration par écrit et comme beaucoup d'idées intéressantes ont jailli, j'ai convoqué un conseil d'administration extraordinaire qui aura lieu demain soir, de façon à ce que lundi matin, nous ayons une position claire à annoncer à nos partenaires syndicats de salariés. Alors, si le préfet ne réagit pas d'ici là, vous n'avez pas peur que justement les négociations n'aillent pas plus loin que cela? Moi, je suis confiant.
Il y a au minimum 2 des 4 syndicats d'intersyndicales qui seront présents. Ce sera une base sérieuse. Ils ont dit devant vos caméras ce matin qu'ils rendront compte à leurs collègues. Et je suis persuadé que si on arrive à leur faire des propositions convenables de leur point de vue, ils iront voir FO, la CGT, et on peut espérer arriver à une convergence beaucoup plus rapide que certaines réunions qui sont programmées par certains syndicats. J'ai eu M. Elanziz au téléphone il y a à peu près 1 heure. Je peux vous dire que le dialogue entre lui et moi était beaucoup plus serein que ce que je viens de voir sur les caméras il y a 2 minutes. Alors certains vous ont accusé de vouloir gagner du temps avec cette table ronde de lundi. On sait que depuis 2010, il est question de cette application. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps de votre côté au niveau du MEDEF pour pouvoir pour ouvrir ce dialogue social avec les syndicats? Alors, encore une fois, on ne peut pas me dire que je veux gagner du temps alors que je convoque une réunion avant tout le monde. C'est ce qui est dit. Ça, c'est un faux procès. Venez tous lundi à 10h. Je m'adresse solennellement aux dirigeants des syndicats. Je leur dis, soyez là lundi à 10h, parce que nous avons des choses très importantes à vous dire. S'il vous plaît, venez, je vous le dis avec humilité, nous avons des choses à vous dire, et vous serez peut-être capable de tomber d'accord avec nous. Donc, qu'on ne me dise pas que je veux gagner du temps, alors que je suis le premier à convoquer une réunion. Alors maintenant, on est passé à un autre stade, puisqu'on a vu les organisations syndicales du public aussi se joindre à ce mouvement. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu dépassé ? Alors, le MEDEF n'est pas concerné par le public. Oui, justement, mais là, le patron du public, pour le coup, c'est le préfet. Donc, convoquer le préfet pour lui parler des problèmes dans le public. Le MEDEF n'a pas à se prononcer sur les problèmes dans le public, sauf s'il paralyse l'économie. Justement, c'est ce qui risque d'arriver. Écoutez, il ne faut pas toujours imaginer le pire. On peut aussi imaginer que les gens se mettent autour d'une table de discussion et se mettent d'accord. Surtout les syndicalistes du public. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour les syndicalistes. C'est des gens qui en plus de leur travail, prennent du temps pour leurs camarades, pour essayer de faire évoluer Mayotte. Je les respecte et j'espère qu'ils respectent aussi les dirigeants des syndicats patronaux. Merci beaucoup Thierry Galam, vous restez avec nous. Relativement discret par contre, de son côté, lui est en retrait depuis ces derniers mois. Saïd Hamadi Raos est sorti de son mutisme. Présent sur notre plateau ce matin, le président du Parti social mahorais a réagi à l'actualité du moment, notamment le malaise social qui touche le département. S'il comprend l'intersyndicale dans ses revendications, Raos ne souhaite pas une grève générale. Il accuse même certains représentants syndicaux d'avoir des idées politiques derrière la tête. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. Nous avons vu que la grève générale n'a profité qu'à Mabawa. Ce que je craignais. Donc aujourd'hui. Mabawa, je suppose que vous parlez du député Bonali. J'imagine que c'est le député. Oui. Mais je parlais du syndicaliste. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est comme bis repetita. Les revendications qui étaient celles de l'intersyndicale en 2011, dans un gouvernement de droite, n'ont pas abouti. La gauche est arrivée. Il y a eu 2 ans où on n'a pas entendu l'intersyndicale. Je souhaite qu'à 1 an et demi des législatifs, on ne recommence pas la même chanson. Vous pensez qu'il y a un enjeu politique derrière cette intersyndicale ? Il y a toujours un enjeu politique. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a quelqu'un parmi les 4 qui peut être candidat à quelque chose ? C'est pas quelqu'un, ce sont des gens. Ouais. Et je ne veux pas ça. On a vu les propos de Raos sont clairs. Qu'en pensez-vous, Thierry Galam ? Je pense que vous voulez évoquer le fait que Raos soupçonne un des leaders de l'intersyndicale d'être le futur député de Mayotte. Il a parlé de plusieurs personnes notamment. Écoutez, moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'habite à Mayotte depuis 2002. J'ai ma carte d'électeur. À chaque élection politique, je fais mon devoir de citoyen et je vais voter, y compris aux élections locales. Maintenant, tant que j'ai un mandat syndical, je m'oblige à la plus grande neutralité politique. Vous ne m'entendrez jamais appeler à voter pour le PS ou l'UMP. Si un leader syndical un jour veut être député, à la limite, pourquoi pas ? Ça ne vous étonnerait pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Merci beaucoup Thierry Gallarme. Je rappelle, vous êtes le président du MEDEF à Mayotte. Et le SNES, le SNEP, la CGT, FO Sud Éducation avaient appelé à suivre la journée de grève et de manifestation nationale du jour. Au cœur de ce mouvement, la réforme du collège. Les grévistes s'insurgent en effet contre ce qu'ils considèrent comme une disparition programmée de certaines disciplines qui s'accompagne en revanche d'une augmentation de la charge de travail. Si seule une vingtaine de professeurs étaient réunis place mariage ce matin, le bras de fer ne fait que commencer un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Dès la rentrée 2016-2017, la réforme des collèges doit être appliquée. Il reste donc un an à tous ceux qui sont contre pour faire infléchir la position du ministère. Après un premier mouvement au mois de mai dernier, une vingtaine de professeurs du département a à nouveau suivi la grève nationale. Alors nous avons suivi le mouvement national parce qu'on l'avait déjà suivi le 19 mai dernier en disant non aux réformes du collège que le gouvernement a passé par la force. On est encore là aujourd'hui pour dire encore stop pendant qu'on n'est pas allé très loin. Les professeurs souhaitent dire stop et refusent de changer fondamentalement l'enseignement secondaire, comme nous l'explique le secrétaire départemental du SNES Mayotte. Pour nous, cette réforme qui est amenée comme quelque chose d'extraordinaire par le ministère, c'est quelque chose de profondément inégalitaire. Et si les collègues aujourd'hui, à Mayotte aussi, ont sacrifié une journée de cours et une journée de salaire, c'est tout simplement, c'est pas pour leur intérêt personnel, hein, on ne demande pas 1 euro de plus ou 1 euro de moins, c'est tout simplement pour dire on veut qu'à Mayotte, eh bien, on ait un enseignement de la même qualité qu'en métropole et qu'on tire les gens par le haut et pas par le bas. Cette réforme supprimera en grande partie les classes bilingues et européennes, affaiblira la place du latin et instaurera des enseignements pratiques interdisciplinaires. Une grave erreur selon les syndicats. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement secondaire? Est-ce que c'est de l'occupationnel ou est-ce qu'on promeut un enseignement de qualité partout au niveau national, que ce soit à Paris ou à Marseille, que ce soit à Dzaoudzi ou à Brest. Donc nous, ce qui nous inquiète très fortement, c'est qu'en modulant les enseignements, en faisant des enseignements à la carte dans chaque collège, en abandonnant la référence aux programmes nationaux, eh bien, on va avoir une éducation à 2 vitesses. Et cette éducation à 2 vitesses, on sait très bien qui vont en être les premières victimes. Les premières victimes, c'est toujours pareil. Ce sont les enfants des milieux sociaux défavorisés, les enfants des banlieues métropolitaines et les enfants d'un département comme Mayotte. À l'échelle nationale, près de 16% des enseignants étaient mobilisés. Cela représente 2 fois moins qu'au mois de mai dernier, même s'il reste encore de longs mois aux grévistes pour remporter cette bataille. Vouloir régler ses comptes soi-même, c'est la confession faite par de nombreuses personnes victimes de faits de délinquance à Mayotte. En effet, face aux multiples agressions, cambriolages ou autres vols à l'arraché, de nombreux administrés décident de se faire justice eux-mêmes, sans compter que plus de 80% de ces condamnations sont commises par des mineurs qui sont souvent relâchés quelques heures plus tard. Alors maintenant, mais d'agressé à agresseur, il y a parfois qu'un pas qui peut donner lieu à de sévères condamnations de la justice. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci, Shakila Issouf et Fred Souleymana. En novembre 2014, France Mayotte relatait une affaire de cambriolage à Bandrélé, durant lequel un voleur avait été arrêté par le propriétaire et 2 de ses amis. Le jugement a eu lieu hier et 2 des individus ont été condamnés à 1 an de prison ferme pour violence et séquestration. La nouvelle suscite de nombreuses réactions, d'autant plus que l'un des condamnés n'est autre que l'homme politique Abdullah Ariti. Maana yote nzuri iliti ule mtu mwema na wasi wae mwema na wanata wae wangata na wanata wae kaparo wateza sheri kaparo ti contraire wae warenga fete de contraire leo wanata waja wasingi wasimuibia awasiki wasimtini lazima amba wamtambisha lazima wamkondane lazima wamfunga. Je ne suis pas d'accord parce que tout le monde sait que cette délinquance est organisée. Mais que les policiers, que les gendarmes, que l'État fasse son boulot. On ne peut pas subir tout le temps, ça veut dire que chaque fois c'était Mohamed Aziari, la dernière fois maintenant, mais chaque fois quand ça nous arrive, c'est comme ça. Et pourquoi quand on va porter plainte, la plainte ne va jamais jusqu'au bout, mais ça s'arrête, on n'a jamais de suite. Une plainte pour séquestration et violence a été déposée par le parquet. Le jeune agresseur âgé de 16 ans est devenu victime, de quoi choquer les personnes interrogées ce matin.
Quand vous vous levez le matin, aller travailler, vous arrivez chez vous, on vous a tout dépouillé. Ben, sur les faits, vous ne pensez plus à rien. Même si on doit porter plainte, toujours chongo doyo quoi. Babo donc bakone ka réagissait namneyo, aonomba serikali kaisifanya nzima za lazima na asifanye quoi. Yodelmana ya jata namna ya jana namneyo. Si nul n'est censé ignorer la loi comme l'explique ce riverain, le ras-le-bol de certains administrés les pousse à se faire justice soi-même, ce que le juge ne peut accepter. La loi c'est la loi, on a voulu être français et puis devenir département, donc on doit se soumettre à des lois. Après effectivement, se faire justice soi-même, bah, c'est pas une bonne solution, si on le fait, il faut pas se faire prendre, c'est tout. Abattu, Abdillah Ariti songe à faire appel de cette décision qu'il estime disproportionnée. Beaucoup d'administrés expliquent pour leur part que cette décision du tribunal donne de la force aux délinquants et les incite à continuer leurs méfaits, comme ils le font chaque jour en toute impunité. Alors une affaire, Pierre, qui fait réagir, on l'a vu, on parle beaucoup d'impunité face à la délinquance des mineurs. Et là, est-ce qu'on est passé à un autre niveau ? Oui, alors il faut déjà préciser une chose, effectivement, nous sommes dans un état de droit en France et on ne peut pas se faire justice soi-même. On ne peut pas appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La justice est là justement pour ça, pour préserver la paix sociale. C'est de cela dont il est question dans cette affaire. Alors maintenant, pourquoi la population est choquée ? La population est choquée puisque effectivement, à la base, c'est un agresseur, ou du moins un cambrioleur, qui se retrouve agressé. Alors c'est un mineur. Il faut rappeler quand même que 80% des faits de délinquance sont commis par des mineurs qui souvent sont relâchés. C'est ce qui pose problème, on l'entend. Voilà, même la police elle-même, les forces de l'ordre souvent sont impuissantes et disent on est obligé de les relâcher. Et les juges, on se souvient de M. Boilani hier qui parlait des enfants du juge. Oui. Donc voilà, dans un état de droit, et bien effectivement, l'enfant est protégé. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de structure. On est là en l'occurrence sur un enfant de 16 ans qui est récidiviste. Il a été, il y a beaucoup d'affaires, mais là en l'occurrence il est victime et la justice a jugé de ça. Il a été victime, enlèvement, séquestration. Alors après, ce qui choque aussi également, c'est la sévérité. 1 an. Il y a un jour d'ITT. Donc il n'y a pas eu de plainte de la part ni de l'enfant ni de la maman. C'est le procureur qui s'est saisi de l'affaire. Il y a eu une condamnation d'1 an pour un jour d'ITT. Donc ça choque également. Et ce qui choque surtout profondément, c'est que nous sommes dans un département où effectivement il y a beaucoup de faits de délinquance. Les gens sont agressés chez eux, ils sont violés dans leur intimité, et ensuite ils se retrouvent parfois à dépasser les bornes et à ne plus pouvoir supporter ça et à être prêts à vraiment se faire justice eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'à Mayotte quand même on vit derrière des barreaux. Que ce soit les particuliers ou les entrepreneurs ou les administrations, même on l'a vu. Tout à fait. À Mayotte, tout le monde vit derrière des barreaux. Nous sommes obligés parce que nous nous sentons agressés parfois. Et voilà, et lorsqu'on se sent agressé, parfois on réagit. Alors certes, il ne faut pas le faire, mais c'est un très gros problème. L'autre problème, c'est que finalement la justice, et c'est ce que disent certains, elle a fait gagner un point à ces jeunes pour qui l'impunité était déjà d'actualité et qui risquent de continuer. Pourquoi ? Parce que on se retrouve avec des agresseurs, des agressés qui se retrouvent agresseurs, qui se retrouvent en prison. Alors, est-ce qu'on aura en prison des personnes qui ont été agressées et puis des agresseurs étant mineurs restant en liberté et continuant je ne sais pas, peut-être donner la parole à M. Galarme. Vous êtes vous-même chef d'entreprise. Alors effectivement, là c'est un chef d'entreprise en plus, je me sens particulièrement concerné. Je préférerais nettement qu'il soit dans son entreprise à créer des emplois plutôt que dans une cellule à Magicavo à végéter. Dès mon élection au mois de janvier de cette année, j'ai fait de la délinquance et de la sécurité des entreprises une des priorités du MEDEF. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures et très prochainement aura lieu une réunion entre la préfecture, le commissaire qui dirige la sécurité publique à Mayotte et les chefs d'entreprise pour qu'on puisse avoir un échange sur déjà des bons gestes de protection qu'on peut avoir pour éviter et un échange va avoir lieu entre la police et les entreprises pour éviter que ça aille trop loin. Mais j'ai quand même eu des chefs d'entreprise qui m'ont déjà téléphoné pour savoir quelles sont les armes qu'un chef d'entreprise a le droit de posséder dans son entreprise.
C'est un secret pour personne que le club de tir de Pamandzi connaît de nombreuses inscriptions de gens qui s'y inscrivent uniquement pour pouvoir posséder une arme. Là, il y a un jeune qui a été séquestré 7 heures. Qu'est-ce qui va se passer demain si une personne en légitime défense loge une balle dans la tête d'un jeune? Là, ce ne sera pas 1 an de prison, ce sera 10 ans, ce sera 20 ans. Donc il y a vraiment urgence, et je me réjouis qu'avec la préfecture et les services de police, nous organisions, c'est ce mois-ci, qu'a lieu cette rencontre entre la préfecture, la police et les entreprises de Mayotte. Merci beaucoup Thierry Galam et merci également à vous aussi Pierre Bellucci. Et la défenseure des droits de l'enfant, Madame Geneviève Avenard, est en mission à Mayotte depuis ce lundi, représentante du défenseur des droits Jacques Toubon. Elle a rencontré les acteurs locaux chargés de la protection de l'enfant en danger ce matin en conférence de presse. Elle a notamment rappelé les missions et compétences du défenseur des droits. Et après 4 jours à Mayotte, elle semble consciente de la situation dramatique de certains enfants du département. Plus d'explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. La triste réalité est connue de tous. Le 101e département grouille d'orphelins, des enfants parfois en bas âge, isolés, qui luttent quotidiennement pour survivre. Une situation difficile à supporter et que la défenseure des droits des enfants a pu constater par elle-même. Le défenseur des droits a conscience de ce problème depuis 2012, puisque, vous le savez, un rapport très circonstancié avait été produit en 2012 suite à une mission de Dominique Baudis et à l'engagement de ce dernier autour de la question de Mayotte au moment de la départementalisation. Alors moi, je n'entrerai pas dans les batailles de chiffres. On entend entre 3 000 et 6 000 enfants concernés, mineurs isolés. C'est pas l'objectif, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de savoir comment les enfants à Mayotte vivent leur quotidien. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est effectivement un nombre impressionnant d'enfants qui se trouvent dans des situations très difficiles, alors de très très grande précarité et vulnérabilité. Donc des enfants qui sont en danger, quels qu'ils soient. Les droits des enfants, ils s'appliquent à tous les enfants. Autre problématique sur le département, le village d'Eva confiait dernièrement que près de 3000 enfants n'étaient toujours pas scolarisés cette année. Un problème que Geneviève Avenard souhaite prendre à bras le corps. J'étais frappée par alors là aussi le chiffre. On va demander tous les chiffres, tous les éléments. On va aller sur place pour regarder si effectivement nous avons toutes les informations et les bonnes informations. Nous allons croiser les informations pour être bien sûr de la réalité. Ça, je dirais, ça fait partie de notre job. Mais en tout cas, moi, j'ai été frappée par cette question de la difficulté de scolarisation. Le droit à l'éducation, c'est un droit fondamental. Pour moi, tous les droits sont importants dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais celui-ci, il permet aux enfants de pouvoir prétendre à une vie d'adulte libre, indépendant, qui se fasse son opinion lui-même, qui puisse effectivement accéder à un métier plus tard, accéder à une vie meilleure. Et donc, je crois que c'est vraiment fondamental. Et on va vraiment, je souhaite vraiment, je pense que ce sera un des aspects importants du rapport que je ferai aux défenseurs des droits à mon retour. Vraiment, il faut développer l'accès à la scolarisation, l'accès à l'éducation. Le défenseur des droits est avant tout là pour alerter, mais cette autorité constitutionnelle indépendante a également le pouvoir de mettre en demeure les institutions, notamment en cas de suspicion de maltraitance dans des familles d'accueil choisies et rémunérées par les soins du conseil départemental. Nous en avons d'ailleurs parlé avec le président du conseil départemental ce matin de cette question effectivement des familles d'accueil et des signalements pour maltraitance, parce qu'il faut employer le mot, des suspicions de maltraitance qui ont été énoncées. Nous avons nous-mêmes été saisis de ces situations et étant saisis, nous allons investiguer et nous allons aller jusqu'au bout effectivement du traitement de ces situations, car il n'est pas possible de penser que des enfants sont en danger dans des structures qui sont censées les protéger. Face à la situation des enfants isolés sur le département, l'un des délégués du défenseur des droits souhaite qu'à la suite de cette visite, les choses évoluent véritablement. J'espère je pense que les élus ils ont la prise de conscience. J'espère qu'il y aura des décisions fermes qui montrent l'exemple, qui feront que certaines pratiques cessent et qu'on avance dans le bon sens. Je pense des décisions concrètes. Ça permettrait, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de blocages, des gens qui sont venus nous voir pour lesquels les dossiers n'avancent pas et qu'ils se découragent. Et donc une décision exemplaire permettrait de passer le cap, je pense. Des actes clairs et concrets pour résoudre la problématique de ces enfants perdus de la République. Voici ce que tout le monde souhaite. Espérons alors que cette visite de Geneviève Avenard
œuvrera en ce sens. Et ouverture sous peu du centre de rétention administrative, reprise du chantier du lycée de Kawéni. C'est également dans le reste de l'actualité de ce jeudi 17 septembre. Les précisions dans l'actualité en bref et c'est présenté par Pierre Bellucci. Le nombre de reconduites à la frontière ne cesse de s'accroître et de fait le centre de rétention de Pamandzi est sous-dimensionné. La construction d'une nouvelle structure était donc devenue plus que nécessaire. C'est maintenant chose faite avec un nouveau CRA qui devrait ouvrir ses portes ce week-end. Le bâtiment pourra accueillir 148 personnes et hébergera en son sein des locaux dédiés à la direction de la police aux frontières. Les travaux ont été réalisés par des entreprises du groupe Vinci pour le compte du ministère de l'Intérieur et l'enveloppe initiale prévue était de 25 millions d'euros. Préparée depuis des semaines, l'opération de transfert des services et des personnes se déroulera dans la nuit de vendredi à samedi, l'agrément de sécurité ayant été délivré ces derniers jours. Pour sa part, l'ancien centre ne sera pas abandonné pour autant et servira de local de rétention administrative si besoin est. Alors que Cabane et Engin ont déserté le chantier du lycée de Kawéni et devant le silence de la DEAL ou du vice-rectorat, le service communication de la préfecture vient d'annoncer la reprise des travaux le 27 septembre prochain. Ainsi, la représentation de l'État explique que la première tranche terminée, à savoir déboisement et terrassement, il fallait attendre la publication d'un arrêté préfectoral concernant le schéma d'aménagement de l'eau pour activer la seconde. C'est chose faite depuis le 7 septembre dernier. Un délai de 3 semaines devait ensuite être observé pour permettre à la Colas de reprendre le chantier. Le lycée de Kawéni verra donc bien le jour, mais quelques questions restent cependant en suspens. Comment le permis de construire délivré en septembre 2014 a-t-il pu être obtenu si la consultation du public s'est déroulée du 7 juillet au 9 août dernier ? Sur le plan, les équipements sportifs sont situés à l'emplacement de l'actuel collège K3. Ce dernier va-t-il disparaître ? Va-t-il être relocalisé ? Pourquoi les panneaux ont-ils été détruits alors que le chantier devait reprendre ? Pour l'heure, les interrogations subsistent. Le ministère de l'Outre-mer a indiqué hier, dans un communiqué adressé à la presse, une nouvelle reconnaissance des élus du territoire. Ibrahim Aboubacar, député de Mayotte, a été élu président de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État Outre-mer. Cette commission est chargée de suivre et d'évaluer la mise en œuvre de l'ensemble des politiques publiques de l'État dans les Outre-mer, notamment les mesures en faveur du développement économique et social. Ainsi, chaque sujet abordé par le gouvernement et concernant l'Outre-mer le sera désormais via le député mahorais qui présidera à ce titre les travaux. Ibrahim Aboubacar sera ainsi le regard critique, mais aussi le moteur des propositions en faveur des territoires ultramarins et bien évidemment Mayotte. À l'issue de cette élection d'importance, la CNEPEOM a adopté 4 thèmes de travail: l'insertion et la formation des jeunes, l'éducation, les enjeux démographiques outre-mer et la culture outre-mer. Et la commission débutera maintenant sa mission dans les toutes prochaines semaines. Alors que nous évoquions hier la tenue ce week-end du festival Zenze à Chitswa, l'une des têtes d'affiche est décédée suite à un arrêt cardiaque. L'artiste mahorais Sundi, défenseur de la musique traditionnelle, a été enterré ce jour dans son village de Chirongi. Ses amis étaient présents pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure et lui rendre un dernier hommage. Connu et reconnu pour son immense talent, il était l'un des derniers maîtres et fabricants de véritables gaboussi mahorais. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Tous les amoureux de la musique traditionnelle et tous ceux qui l'ont connu sont endeuillés. L'artiste-compositeur Sundi est décédé hier et a été enterré ce matin à Chirongi. Et c'est rempli de tristesse que ses camarades et sa famille l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. Alors, il devait participer ce week-end au festival Zenze Chitswa de Dio. Alors, bien sûr, il va nous manquer. Ben voilà, il nous manque déjà. Je crois que c'est même pas moi, mais c'est plutôt Mayotte qui a perdu un grand. C'est un cerveau de la musique, de l'art traditionnel, le gabous. Au niveau de la jeunesse ici, tous les jeunes, toute la communauté culturelle de Mayotte est sous le choc. Parce que c'est quelqu'un qui avait des initiatives innées. Authentique, réfléchi et généreux, l'homme laisse derrière lui une femme et 3 enfants. De nombreux jeunes présents, comme le petit Langa, ont tenu à lui adresser un dernier message, car la peur de voir la musique traditionnelle mahoraise se perdre semble ressurgir avec ce décès. Ouais, c'est une perte c'est une très grande perte pour nous, les artistes de la musique traditionnelle maori, parce qu'il était le grand fondi, tu vois, qui restait. Il n'y en avait plus, tu vois, plus grand à part lui.
la musique traditionnelle maoré est en train de disparaître. Il va nous manquer. C'est surtout ça. Aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est dire au revoir à un ami, avant l'artiste qu'il était. Courage surtout à la famille, parce que ce n'est pas des moments faciles, mais on est tous là ensemble en soutien. Beaucoup le regretteront pour son talent indéniable. Il nous quitte en emportant avec lui le secret de cette musique mystique qui fait entrer les femmes en transe. Bon nombre se demandent encore qui lui succédera alors qu'il enseignait à de nombreux artistes son savoir-faire. S'il n'a pas eu le temps de mener à bien tous ses projets, il est clair que pour l'ensemble de son entourage, le combat continue. C'était un grand monsieur, un grand musicien, mais malheureusement, il n'a pas été reconnu en tant que tel, quoi, franchement. Mais on a perdu un grand monsieur, un frère. Ouais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Orne et Lapérine pour la météo. Juste après, retrouvez l'invité du temps de parole, Saïd Amadi Raos, président du Parti social mahorais. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente suite de programme à vous sur KTV.